Bienvenue à tous dans le 64 minutes, le monde en français. Dans un instant, l'actualité internationale de ce samedi 21 juillet. Mais d'abord, les autres rendez-vous de l'émission. En France, la ville lorraine de Metz met en lumière pendant 3 mois son patrimoine culturel, urbain et naturel. 300 artistes participent au 2e festival Constellation. Un reportage tout à l'heure TV5 Monde à Metz dans la page culture avec Nicolas Georges. Retour aux Francopholies de La Rochelle 2018. Patrick Simonin recevra la chanteuse Dany et le patron de ce festival, Gérard Pont. Et puis dans le grand angle, l'observation des ovnis, ces fameux objets volants non identifiés. Comment interpréter les nombreux témoignages humains, faire le tri entre illusion et réalité. On en parlera avec l'ingénieur Xavier Passot qui publie « J'ai vu un ovni ». Mais tout de suite les titres du 64 minutes. Du matériel médical français dans des avions russes. Pour la première fois, la France et la Russie ont mené une opération humanitaire conjointe ce matin en Syrie, dans l'ex-enclave rebelle de la Ghouta orientale, près de Damas, une enclave reprise par le régime de Bachar el-Assad. Donald Trump a enregistré à son insu par son ancien avocat. Le FBI a reçu cet enregistrement qui date de septembre 2016. Les deux hommes discutaient de savoir comment acheter le silence d'une playmate qui aurait eu une relation avec Donald Trump. Le président américain juge cet enregistrement peut-être illégal. C'est la fête nationale en Belgique ce 21 juillet, l'occasion de rendre hommage à une grande dame qui fête ses 60 ans cette année, l'Atomium de Bruxelles, au cœur d'une BD, Sourire 58. Le dessinateur Baudouin Deville sera l'invité de la Une francophone. Avant de développer ces titres, une cyberattaque spectaculaire à Singapour. Une base de données de l'État a été piratée pendant plusieurs jours, du 27 juin au 4 juillet. Les dossiers médicaux d'1,5 million de Singapouriens ont été volés, parmi lesquels celui du Premier ministre de cette ville-État, Lord Matos. Les noms, adresses, dates de naissance et numéros de carte d'identité de plus d'un quart des Singapouriens sont dans les mains de cybercriminels. Des renseignements pillés depuis la base de données du groupe hospitalier SingHealth. Certains patients ont même vu leur prescription médicale fuiter. Rien n'aurait été cependant publié sur Internet. Les personnels qui travaillent pour notre système de santé publique considèrent que leur rôle n'est pas seulement d'offrir des soins de qualité aux patients, mais aussi de protéger la confidentialité de leurs données. Je présente mes excuses à tous les patients touchés par cette attaque. Les hackers auraient opéré entre le 27 juin et le 4 juillet. Et selon les autorités, ils avaient une cible spécifique, le Premier ministre Lee. L'agence de cybersécurité singapourienne évoque une attaque délibérée, ciblée et bien planifiée. Elle aurait des indices sur ses commanditaires. Une commission d'enquête a été mise sur pied. Selon la société israélienne de sécurité des données Checkpoint, Singapour est devenu le premier pays au monde d'où sont lancées le plus de cyberattaques en direction de l'étranger, devant les États-Unis, la Russie ou la Chine. En contrepartie, le très riche et très informatisé petit État essuie de plus en plus de piratage. Sa localisation stratégique, son statut de centre technologique et économique en Asie du Sud-Est en fait un lieu de choix pour les cybercriminels. L'année dernière, ce sont les données de plus de 800 employés du ministère de la Défense qui avaient été piratées. Singapour tente de se protéger. Depuis mai dernier, presque tous ses fonctionnaires sont privés d'accès à Internet au bureau. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, la Russie et la France ont organisé une opération humanitaire conjointe. La nuit dernière, du matériel médical fourni par la France a été transporté vers la Syrie par un avion russe pour porter assistance aux blessés de la Ghouta orientale près de Damas. Une aide française livrée dans des zones contrôlées par le régime de Bachar el-Assad. Théa Bazdarevich. 50 tonnes de matériel médical de première nécessité fourni par la France et transporté par la Russie. L'avion, un gros porteur Antonov 124 de l'armée russe, a décollé de l'aéroport de Châteauroux dans la nuit de vendredi à samedi, direction la base russe de Khmeimim dans l'ouest de la Syrie. Le convoi doit être acheminé dans la Ghouta orientale ce samedi. Une opération humanitaire conjointe entre la Russie et un pays occidental, c'est inédit dans la région. Les 400 000 € d'aide sont destinés en priorité aux 500 personnes les plus gravement blessées. Ils sont près d'1 demi-million à vivre dans la Ghouta orientale. La région a été reprise en avril par les forces pro-gouvernementales. Depuis, très peu d'aide humanitaire est parvenue sur place. Moscou envisage désormais de travailler aussi avec les États-Unis sur la question du retour des autres réfugiés en Syrie.
Le retour des réfugiés et des déplacés chez eux, dans leur lieu de résidence, est devenu notre priorité, afin de permettre le retour à une vie paisible et normale et remettre le pays sur pied le plus vite possible. Dans le même temps, les opérations d'évacuation se poursuivent. Au sud, les rebelles syriens ont accepté de céder les territoires sous leur contrôle dans la province de Quneitra, à proximité du plateau du Golan. Ce secteur échappait au contrôle de Damas et de ses alliés depuis 2012. Dans le nord du pays, un autre accord a été conclu cette semaine entre la Turquie, soutien des rebelles, et la Russie, alliée du régime. Il a permis cette fois l'évacuation de milliers de civils et combattants des villes pro-régime de Foua et Kefraya, tombées cette semaine. Israël et le Hamas respectent un cessez-le-feu ce samedi après une escalade de violence hier. Vendredi, 4 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, des bombardements massifs de l'armée israélienne. Par ailleurs, un soldat israélien a été abattu par des tirs palestiniens le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Selon le Hamas, ce cessez-le-feu a été obtenu grâce aux efforts de l'Égypte et de l'ONU. En Irak, après plus de 15 ans de guerre, la population manifeste dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la corruption et le manque de services publics. Ce mouvement de protestation a déjà fait 9 morts. Il a débuté il y a 2 semaines dans le sud du pays avant de toucher Bagdad, la capitale. Maëva de Froyenne. Face aux canons à eau venus les disperser, les manifestants tentent de résister. Depuis une dizaine de jours, les grandes villes irakiennes sont le théâtre d'importantes protestations. Initiées dans le sud du pays, elles ont à présent gagné Bagdad, la capitale. C'est dans ce contexte qu'hier, à une centaine de kilomètres de là, à Diwania, un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle par un garde du groupe armé Badr. C'est le 9e mort depuis le début des manifestations qui rejettent le gouvernement en place. Nous manifestions pour exiger des réformes dans ce pays. En tant que jeunes, nous sommes sans emploi et nous n'avons rien. Je suis un étudiant en comptabilité, mais à quoi ça sert mon diplôme? Je n'obtiendrai rien, il n'y a pas d'emploi. Gabegie, clientélisme, corruption, les voix de la rue dénoncent l'État et pointent du doigt la précarité quotidienne. Car en Irak, la plupart des foyers ne sont alimentés que quelques heures par jour en électricité et les réseaux sociaux sont inaccessibles depuis une semaine. Nous voulons que les politiques changent. Nous ne voulons plus simplement de l'eau et de l'électricité. Certains pays sont allés sur la Lune, ont les meilleures technologies et nous, on est toujours en train de réclamer des choses essentielles. Les politiques sont corrompus. À Bassora, au sud du pays, même combat. Drapeaux irakiens au vent, la foule chante « Nous voulons un changement de régime ». Toutes leurs promesses sont fausses. Donc nous continuerons à manifester jusqu'à ce que nos demandes soient entendues. Nous ne les croirons pas s'ils nous disent qu'ils feront quelque chose dans 20 jours. Nous ne les croyons plus. En attendant, dans l'espoir d'une accalmie, le ministère de l'électricité a annoncé que le Koweït allait fournir à l'Irak du gasoil pour alimenter les centrales électriques dans les jours à venir. Aux États-Unis, le FBI a saisi l'enregistrement d'une conversation qui date de septembre 2016 entre le candidat Donald Trump et son avocat, dans laquelle les deux hommes discutaient de comment acheter le silence d'une ancienne playmate. Donald Trump aurait une liaison avec cette jeune femme et aujourd'hui, le président américain juge cet enregistrement réalisé à son insu, totalement inédit et peut-être illégal. Jean-Luc Eguezier. Donald Trump, en route pour un week-end de golf, a pris garde à ne pas répondre aux questions des journalistes. Après la tempête qui a suivi sa rencontre avec le président russe, les médias américains ont de nouveau trouvé du grain à moudre et en reparlent cette fois de la playmate Karen McDougal qui soutient avoir eu une relation de quelques mois avec le futur président des États-Unis en 2006-2007. Le New York Times affirme que l'avocat de Donald Trump aurait enregistré celui-ci discutant de la possibilité d'acheter son silence. 2 mois avant le scrutin de novembre 2016, Michael Cohen l'informe qu'un magazine a déjà payé ses confessions 150 000 $. Ils ne les publieront jamais. C'est le FBI qui a découvert le document en perquisitionnant le cabinet de Michael Cohen, qui n'est plus l'avocat du président depuis qu'il est au centre d'une vaste enquête. Les policiers américains cherchant à en savoir plus sur la collusion présumée entre l'équipe Trump et des responsables russes, ils voudraient aussi savoir si l'argent de la campagne a servi à payer d'anciennes conquêtes. Michael Cohen est connu comme l'homme de confiance et l'homme de main de Donald Trump. Il a reconnu avoir payé 130 000 $ à l'actrice pornographique Stormy Daniels pour acheter son silence sur une autre aventure. S'il collabore avec la justice, il pourrait révéler d'autres scandales. Donald Trump n'a pas fait de déclaration, mais le tweet ne s'est pas fait attendre.
La bonne nouvelle, c'est que votre président préféré n'a rien fait de mal, relève-t-il, en protestant contre un enregistrement totalement inédit et peut-être illégal. En Espagne, un député de 37 ans, Pablo Casado, devient le nouveau président du Parti populaire. Il succède à Mariano Rajoy, chassé du pouvoir début juin par un scandale de corruption. L'élection de Pablo Casado marque en tout cas un virage à droite et un changement de génération pour le Parti populaire, qui reste en tout cas le premier parti du Parlement espagnol. Et puis plusieurs informations ce samedi dans l'affaire Benalla en France. Le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb sera auditionné publiquement lundi matin par la commission des lois de l'Assemblée nationale. La garde à vue d'Alexandre Benalla a été prolongée au moins jusqu'à demain et son domicile a été perquisitionné ce matin. Et puis 3 policiers qui avaient transmis mercredi soir à Alexandre Benalla les images de cette vidéosurveillance de la manifestation du 1er mai. Ces 3 policiers ont eux aussi été placés en garde à vue ce matin. L'élection présidentielle aura lieu dimanche 29 juillet au Mali. La sécurité du pays est bien sûr l'un des enjeux de cette élection malienne. Les djihadistes sont toujours présents dans les régions du nord et du centre du pays, auxquels s'ajoutent des combats entre différentes ethnies qui ont déjà fait des centaines de morts depuis le début de l'année. Julien Munzer. Près de 300 civils tués dans des affrontements entre milices rivales, une centaine d'incidents communautaires en quelques mois. Le centre du Mali semble plus que jamais dévoré par la violence. Une enquête menée par l'ONU parle de meurtres ciblés, récurrents entre communautés. Nous avons reçu des informations et avons envoyé des missions sur le terrain qui ont conclu que les communautés ont établi et créé des milices. Et ensuite, ces milices ont été responsables d'abus graves contre des membres d'autres communautés. Des tensions interethniques qui se sont greffées aux conflits et aux violences djihadistes. Dans son enquête, la MINUSMA a documenté une escalade d'attaques prétendument menées par des dozos, mais aussi des éléments des milices Dogon et Peul. Le mode opératoire de ceux qui commettent ces abus a changé. La plupart du temps, nous avons les dozos qui utilisent maintenant des armes plus sophistiquées pour mener les attaques. Pour les observateurs, c'est la tenue de la présidentielle du 29 juillet qui est directement menacée. Malgré le déploiement récent des troupes de la MINUSMA et de Barkhane dans la région, les violences n'ont pas diminué. 49 incidents, rien que depuis le mois de mai. Mais les autorités maliennes se disent prêtes. Un plan de sécurisation prévoit le déploiement de 20 000 éléments des forces de l'ordre et de l'armée. Pour Bamako, il n'y a donc aucun doute à avoir, le scrutin aura bien lieu. Les chaleurs anormalement élevées de cet été, la sécheresse aggrave des incendies spectaculaires en ce moment en Suède. Des incendies qui durent depuis 8 jours, de la Laponie au nord jusqu'au sud du pays. Des dizaines de foyers particulièrement violents, vous le voyez, qui ont déjà détruit des milliers d'hectares. Les pompiers suédois ont reçu le renfort de centaines de pompiers français, italiens, norvégiens et polonais, appelés à l'aide par le gouvernement suédois. Un mot de sport, la 14e étape du Tour de France aujourd'hui entre Saint-Paul, Trois-Châteaux dans la Drôme et Mans dans l'Osère. Eh bien, c'est l'Espagnol Omar Fraile qui s'est imposé au terme d'une incroyable échappée. A priori, pas de changement au classement général. Le Britannique Geraint Thomas devrait conserver le maillot jaune. 21 juillet, c'est la fête nationale en Belgique et donc le jour du traditionnel défilé militaire cet après-midi devant le Palais Royal à Bruxelles. Un défilé national qui commémore, vous le voyez aussi, le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, avec la présence de soldats britanniques et français. Et puis un feu d'artifice sera tiré ce soir à 23h sur la place des Palais. Avant le défilé militaire, comme chaque année, le traditionnel Te Deum, un office religieux qui a eu lieu en la cathédrale des Saint-Michel et Gudule dans la capitale belge, en présence du roi des Belges Philippe et de la reine Mathilde, un roi visiblement très apprécié par la foule qui l'attendait à l'extérieur de la cathédrale. Rachel Crivellaro de la RTBF. Il ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde, même si cette année le traditionnel Te Deum a un parfum un peu particulier. C'est pour la reine Mathilde, dans l'année que nous célébrons les 5 ans de l'avènement du roi Philippe.
Donc c'est une occasion pour venir ici pour supporter le roi et la reine. Et je le trouve très bien. Depuis 5 ans, il est très dévoué, on le trouve à l'ONU, il fait énormément d'activités. C'est vrai qu'il est jeune, donc il a plus de choses à apporter. Et, avec justement cette jeunesse qu'il a, il peut apporter justement quelque chose de plus moderne et plus serein. Il y a 5 ans pile poil, Philippe succédait à son père, le roi Albert. 5 ans de règne pour lesquels il récolte plutôt une bonne note, au point de convaincre même les plus réfractaires, ou presque. 5 ans de règne, qu'est-ce que ça vous inspire? D'autres sont toutefois plus bavards sur ce quinquennat royal et louent un parcours sans faute. C'est un roi du XXIe siècle et il donne une image moderne et dynamique de la monarchie. Quand je vois les visites d'État telles qu'elles sont organisées, ça a un impact manifestement très très fort dans tous les pays où on va. Mais donc que ce soit en Belgique ou à l'étranger, je crois que c'est un parcours sans faute. Pas de fausses notes donc pour ce Tédéum 2018, réglé comme du papier à musique. Et une famille royale qui a pris le temps de savourer cet instant de calme avant la tempête. Merci madame. Regardez. Eh bien voilà, c'est très joli. Bref, un dernier 21 juillet sous le soleil avant le maxi-scrutin de 2019. Et puis en ce jour de fête nationale belge, hommage dans la une francophone à une grande dame qui fête ses 60 ans, l'Atomium de Bruxelles. Et avec nous, on va retrouver en direct à Bruxelles le dessinateur Baudouin Deville. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous signez avec le scénariste Patrick Weber une BD Sourire 58 aux éditions Anspach. C'est une BD qui est d'ailleurs l'album officiel des 60 ans de l'Atomium, ce monument original qui a été construit à l'occasion de l'Expo universelle de 58 à Bruxelles. On peut dire que l'Atomium est au cœur de cet album. L'Atomium, l'une des héroïnes principales de votre BD. Ah, complètement. L'Atomium, pour moi, en tant que Belge, c'est un monument incroyable, qui est là depuis 60 ans, qui a nécessité des techniques extraordinaires pour le bâtir, l'élever, et encore aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus visités en Belgique. Qu'est-ce qu'elle représente au juste, cet atomium, en fait ? Alors, c'est une molécule cristalline de fer agrandie 165 milliards de fois. Ouais. Alors, on a vu derrière vous la photo, donc elle fait les images, c'est 9 sphères de 18 mètres de diamètre avec des expos, je crois, dans plusieurs de ces sphères, et il y a un restaurant aussi tout en haut. Exactement, il y a un magnifique restaurant. Si vous y allez, vous allez pouvoir dominer toute la ville de Bruxelles. C'est très impressionnant parce qu'on est à plus de 100 mètres de haut. Alors on revient à votre BD. Pourquoi ce titre Sourire 58 ? Mais le Sourire 58, c'est le sourire des hôtesses de l'Expo 58. En 1958, on invente un nouveau métier, c'est le métier d'hôtesse de terre. Et au fait, le maître mot de ces hôtesses, c'était de sourire à tous les visiteurs qui venaient visiter l'Expo 58. La Belgique en 58 accueille 42 millions de visiteurs. Et donc, c'est vraiment le mot d'ordre des hôtesses. Soyez accueillantes. Alors, le contexte historique de la BD et de 1958, d'ailleurs, c'est la guerre froide entre les Occidentaux et les Soviétiques. Une des hôtesses d'accueil de l'Expo dans la BD, elle s'appelle Kathleen, je crois, elle est mêlée à une tentative d'attentat contre un ancien président des États-Unis, c'est ça, hein ? Exactement. Donc 58, vous faites bien de le rappeler, c'est complètement la guerre froide. Et pour ceux qui ont visité ou qui se rappellent de l'expo, en plein au milieu de l'expo, il y a 2 pavillons qui s'affrontent. Celui des États-Unis, ce sont 2 énormes pavillons, celui des États-Unis et de l'URSS. Ils se font face et on estime qu'il y a eu sans doute à l'époque beaucoup d'espions pour aller un peu surveiller ce qui se passait dans le camp adverse. Ouais. Alors dans la BD, l'histoire se termine bien, l'attentat est évité, hein ? L'attentat est évité grâce à la perspicacité de l'héroïne Kathleen Van Overstraat, qui est une jeune hôtesse qui a été engagée pour l'événement. Alors l'Expo universelle, elle a duré 6 mois, d'avril à octobre 58. On peut le dire, c'est une grande date pour l'histoire de Bruxelles d'abord et puis pour la Belgique ? C'est un énorme événement pour la ville de Bruxelles. Il faut se souvenir qu'avant 58, Bruxelles est une sorte de ville de province. Et comme l'Expo arrive, on va profondément transformer la ville, créer des voies rapides, améliorer les communications, créer des lignes de tram. Donc vraiment, la ville devient une ville européenne
Et tout ça, c'est un peu grâce à l'Expo. Alors, votre style, parlons de votre style de dessin. Est-ce qu'il se rapproche de ce qu'on appelle la ligne claire, donc en fait comme Tintin d'Hergé ou Black et Mortimer de Maurice Complètement. Je suis très admiratif de mes glorieux aînés. Donc, c'est un style aussi qui me convient bien. C'est une lisibilité immédiate. C'est une précision parce que j'ai vraiment retracé dans cet album toute l'expo, tous les bâtiments. Ça m'a demandé d'ailleurs 3 ans de travail. Et je suis très admiratif du style Jacob Sergé. Je ne m'en cache pas. Comment vous est venue l'idée avec Patrick Weber de faire cet album souvenir, cet album officiel, qui est devenu officiel, de l'Atomium 58 ? Au fait, mon premier métier, je suis graphiste, donc un de mes clients, c'était l'Atomium, et donc je développais des lignes de produits pour leur merchandising. Et il se fait que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'album de BD. Je me suis dit, mais je vais en faire un. Et donc j'ai trouvé un jeune éditeur qui se lançait, Nicolas Anspach, qui m'a présenté l'historien Patrick Weber, et on a démarré l'affaire à 3. C'est un album qui se veut très, très réaliste. En fait, les personnages de cet album, à part ceux qui sont évidemment inventés, mais tous les autres, les personnages historiques sont vrais ? Oui, tout à fait. Donc il y a un fond historique qui est tout à fait réel. Là-dessus, on a greffé une fiction avec cette jeune hôtesse, qui est l'héroïne de l'histoire, mais tout le fond est tout à fait authentique. Alors, donc, on a reconstitué complètement l'expo, remis les personnages qui étaient à cette époque-là, les acteurs de cinéma, les hommes politiques, donc tout ça n'est pas inventé. Il y a beaucoup de stars qui sont venus visiter l'expo universelle 58. Ah, énormément de stars allemandes, françaises, Daniel Gélin, Romy Schneider, il y en a eu plein. Il y a eu aussi le grand écrivain, j'ai oublié le nom, Georges Simenon. Georges Simenon, voilà, je m'en rappelle. Il y a eu un festival de cinéma, il y a eu, si je me rappelle bien, une course de voitures, il y a eu le départ du Tour de France, enfin, plein d'événements sportifs ou culturels se sont greffés sur l'Expo 58. Alors, si je ne me trompe pas, vous portez d'ailleurs une chemise avec le symbole de l'Expo, c'est une étoile à 5 branches. Je l'aime, cette étoile, je l'aime. C'est donc le symbole de l'Expo 58, c'est une étoile qui a été dessinée par le grand graphiste belge Lucien de Rouck. Voilà. Et cette étoile perpétue le souvenir de l'Expo. C'est un hommage. C'est un hommage. Je trouve que cette étoile est très belle. Alors, je rappelle aussi que c'est un album qui était financé par le financement participatif. C'est original. Oui, exactement. En fait, lorsqu'on a démarré le projet, il était assez ambitieux. Nous avions besoin de moyens financiers pour payer différentes licences, parce qu'on ne peut pas utiliser les images Atomium ou d'autres sans contrepartie financière. Donc on a fait appel à ce qu'on appelle le crowdfunding. Et il y a plusieurs centaines. Oui. Plusieurs centaines de personnes qui vous ont suivi. Oui, je crois qu'il y en avait 450, je crois, à la fin. C'est énorme, donc on a eu un énorme soutien, un beau soutien populaire, et c'est grâce à ça qu'on a pu démarrer le projet. Merci Baudouin de Ville. Je rappelle d'ailleurs que l'Atomium, elle est toujours là, elle a été rénovée en 2006, et elle attend les visiteurs de passage à Bruxelles. Il y en a 450 000 chaque année qui viennent. Vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup Baudouin de Ville. C'est la fin de la première partie du 64 minutes. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.